la fraternité n'a jamais eu l'essor en Italie qu'elle a eu en France, bien sûr. C'est une situation, je dirais, qui historiquement s'est développée de façon très différente. Ce qui fait quand même que, je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas une ligne vraiment nette en Italie entre la tradition et ce qui est en dehors de la tradition. Il y a bien sûr la fraternité, et à côté de la fraternité, il y a un mouvement très intéressant de prêtres et de laïcs qui, de quelque manière, s'approche de la fraternité, ou en tout cas observe la fraternité avec une attention extrême, qui, pour donner un exemple, sont très attentifs à ce qui se passe entre nous et Rome, les colloques avec Rome, etc. C'est surtout, je dirais, un milieu de prêtres entre 35 et 50 ans, donc des prêtres plutôt jeunes qui n'ont pas connu le concile directement, pour lesquels les mythes du concile c'est déjà couché. Et c'est très intéressant parce que c'est l'âge où ils sont les plus attentifs. Dès qu'ils découvrent quelque chose de la tradition, souvent, ils s'aperçoivent que quelque chose leur a été caché. Et du coup, ils sont extrêmement intéressés à connaître davantage. Et dans certains cas, bien sûr, ils estiment d'avoir été quand même trahis. Alors, bien sûr, pas tous ces prêtres ont la même position, mais il y en a qui, graduellement, se cheminent vers un choix définitif, un choix cohérent, radical, qui est donc la liturgie tridentine prise de façon exclusive. Et ça, pour nous, c'est un champ d'apostolat, parce que ces prêtres voient quand même dans la fraternité un point de repère. Et c'est la fraternité qui essaie de toute manière de les encourager et de les guider un petit peu, tout en respectant leur temps, leur milieu de provenance. Et bien sûr, quand même, elle essaye graduellement de partager complètement tout ce qu'elle a avec eux. C'est frappant en Italie de voir comment les gens sont intéressés pas tellement à ce que nous faisons, mais à ce que nous disons, aux positions que nous avons. Dès qu'il y a par exemple un nouveau document qui sort de son siège, ou une nouvelle situation qui se présente, c'est de plus en plus courant de remarquer, de noter que les gens se posent la question, mais qu'est-ce que dit la fraternité? Qu'est-ce que dit Monseigneur Fellet? Voilà, quelle est à ce sujet la position de la fraternité? Et ça montre que la fraternité, malgré, je dirais, le petit nombre de fidèles et de prêtres qu'elle a en Italie, elle a quand même un impact réel. Même si la fraternité, bien sûr, organise des retraites et des rencontres pour ces prêtres et avec ces prêtres, pour d'abord essayer de faire connaître ces prêtres entre eux. Donc c'est ça qui peut sembler paradoxal, c'est la fraternité qui, malgré sa position, c'est elle qui arrive à faire rencontrer ces prêtres entre eux. Et ce sont ces prêtres qui demandent à la fraternité qu'elle les aide à se connaître entre eux. Ça c'est intéressant. Et il n'y a pas vraiment un organe officiel, on organise ces rencontres, mais chaque prêtre a une histoire différente, il vit dans une situation différente, et par conséquent la fraternité doit essayer dans chaque cas de connaître d'abord ces prêtres et de les aider en partant de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils désirent. Et surtout, je dirais, de leurs aspirations les plus sacerdotales que seulement la tradition peut satisfaire.
dès le début de la fraternité, Monseigneur Lefebvre a voulu une maison à côté de Rome, puisque cette maison a été achetée en février 1974. Et le but pour Monseigneur Lefebvre, il n'a pas pensé au départ à l'apostolat en Italie, mais il était convaincu qu'il était nécessaire pour la fraternité d'avoir un point de chute à Rome ou à côté de Rome, pour que les membres de la fraternité, d'une manière ou d'une autre, en venant faire des études ou des séjours, puissent connaître Rome, se familiariser avec Rome et acquérir ce que Monseigneur Lefebvre a toujours eu, c'est l'esprit de la romanité. Et au début, cette maison a été utilisée pour les sœurs de la Fraternité Saint-Pédis, donc c'était le premier lieu du noviciat des sœurs de la Fraternité Saint-Pédis. Ensuite, cette maison a servi pendant un an des nouveaux prêtres. Monsieur Lefebvre a envoyé 3 nouveaux prêtres pour compléter leurs études. Et ensuite, pendant quelques années, il a envoyé les années de philosophie se former ici. Mais le but, je dirais, que Monseigneur Lefebvre a eu toujours, c'est que ça soit la représentation de la fraternité à Rome. Je dirais presque avant l'Italie. Bon, c'est sûr qu'ensuite ça servit à l'apostolat, mais c'était quand même ce but et qui est toujours conservé. C'est toujours notre supérieur général, Monseigneur Follet, tient aussi à cette maison parce qu'elle est à côté de Rome. C'est le point de référence. Et du reste, quand des prêtres veulent venir, ou même ceux qui sont à Rome, ils savent que la fraternité se trouve à Albano. Si on parle d'Albano, pour beaucoup dans nos milieux, bon, c'est la fraternité Saint-Pédis, disons. Chaque année, pendant le mois d'août, on a le mois de Rome, donc il y a les séminaristes de Cône, de Winona et de Zeiscofen qui viennent donc régulièrement faire leur mois de Rome pour connaître Rome. Et à côté de ça, il y a des prêtres qui régulièrement, pendant toute l'année, viennent visiter Rome et logent ici souvent. Et les pèlerins, c'est une maison qui est ouverte aux pèlerins, souvent surtout après Pâques, pendant les vacances de Pâques, en été, la maison est souvent pleine de pèlerins. Oui. À côté de ça, bien sûr, la fraternité essaye autant que possible de continuer un apostolat paroissial. L'apostolat donc des familles, l'apostolat des camps de jeunesse, l'apostolat des vocations. On a la joie cette année d'envoyer 3 Italiens au séminaire de Flavigny. Et il y en a déjà 6 qui sont à Écône. Voilà, un peu tout ce qui se passe même dans les autres pays. On essaye de le faire en Italie aussi. Je dirais quand même avec une situation qui est différente. L'Italie est très longue, hein, ça on le voit sur la carte. L'Italie est très longue, très variée. Et je dirais même la crise de l'Église a des traits qui sont un peu différents selon les régions. Et entre le nord et le sud, il y a une différence considérable. Dans ces 3 prieurés, les prêtres se déplacent en parcourant des distances qui sont quand même considérables. Parfois c'est aussi 300-400 km. Le prieuré d'Albano, qui n'a pas fait un apostolat sur place, mais le prieuré d'Albano dessert à travers ses prêtres donc tout le secteur qui va de la Sicile jusqu'à Florence, donc Rome, Naples, le sud de l'Italie. Et en Sicile, on y va en avion, c'est un peu plus rapide. Et après, on se déplace avec une voiture à l'intérieur de l'île. On y va une fois par mois. Et je dirais, les centres de messe et les fidèles, par conséquent, ça va ensemble, sont donc très éparpillés dans les pays. Et souvent ne sont pas des gros centres de messe. Ce qui permet quand même aux prêtres de faire un travail peut-être parfois un peu plus en profondeur, s'occuper un peu plus, malgré les distances, malgré toutes les difficultés, et s'occuper un peu plus peut-être de ces âmes qui sont un peu abandonnées, qui vivent loin du prieuré. Il y a des personnes par exemple qui n'ont jamais vu le prieuré, donc qui vivent dans un centre de messe, dans un lieu
très longtemps. Et cela, je pense, favorise un peu, dans certains cas, les vocations, l'éveil de vocations, ce contact peut-être un peu plus personnel avec les prêtres, un peu plus privilégié par des circonstances qui, en soi, ne sont pas vraiment favorables à l'apostolat, mais qui obligent un peu les prêtres à ces contacts plus directs. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on essaye justement de suppléer à ces manques des priorés, des contacts avec les fidèles aussi à travers les camps d'été, pas seulement les camps de jeunesse, mais même des camps pour les familles. Et le pèlerinage aussi est devenu quand même un moment où les fidèles qui peuvent donc y participer se retrouvent, s'encouragent un peu les uns les autres. Donc le pèlerinage Assise, qui est choisi comme ville de notre pèlerinage, pas seulement parce que c'est la ville de Saint François, qui est le patron d'Italie, mais c'est aussi le centre géographique de l'Italie. Et bon, aussi nos colloques de fin octobre, chaque année pour donc, la fête de Christ Roi, sont devenus quand même un moment important où notre public, notre partie des fidèles, peuvent quand même se retrouver encore pour discuter cette fois des grandes questions doctrinales qui nous avons à cœur cette année en particulier. Nous aurons la présence de Monseigneur Fellé qui va présider ces colloques et donc on va célébrer en Italie fin octobre déjà le 40e anniversaire de la fraternité avec le supérieur général. C'est une particularité de l'Italie, surtout ces 2 dernières années. Et nos confrères, souvent à l'étranger, sont surpris de voir que des maisons d'édition connues, qui se trouvent dans toutes les librairies, se sont adressées à la fraternité pour avoir des publications qui regardent Monseigneur Lefebvre, qui regardent les textes de Monseigneur Lefebvre. Alors, on a eu cette année donc un livre qui a été demandé par la maison d'édition Subgarco, une nouvelle vie de Monseigneur Lefebvre. Bien sûr, on a déjà la vie de Monseigneur Lefebvre, la traduction, celle qui a été écrite par Monseigneur Tissier de Malray. Alors cette maison d'édition voulait quelque chose de plus bref et peut-être adressé à un plus grand public. Et donc c'est Madame Christina Sicardi qui est connue pour ses nombreux livres. Elle a écrit une 40aine d'ouvrages dans des grandes maisons d'édition qui a accepté d'écrire ce livre. Et le fait qu'aujourd'hui, dans toutes les librairies catholiques d'Italie, c'est-à-dire que dans toutes les villes d'Italie, grandes villes, il y a des librairies catholiques, on trouve aujourd'hui, dans les nouveautés, on trouve en vitrine le livre sur la vie de Monseigneur Lefebvre, où on voit la photo de Monseigneur Lefebvre. Cette même maison d'édition, peu de temps après l'apparition de ce premier livre, a demandé à Madame Sicardi de préparer un deuxième livre qui regarde plus spécialement la spiritualité de Monseigneur Lefebvre ou ce qu'il a enseigné, disons, d'une manière particulière. Et la même maison d'édition est en train de préparer, ça devrait sortir au mois d'octobre, une anthologie. Ils nous ont demandé donc un choix de textes, les textes principaux qui regardent les déclarations, conférences, sermons de Monseigneur Lefebvre. Et ensuite une autre maison d'édition qui est encore plus connue, c'est la maison Marietti, surtout pour les prêtres qui ont étudié. Marietti, tout le monde connaît, parce que c'est eux qui ont publié les œuvres complètes de saint Thomas d'Aquin. Et nous ont demandé si on avait quelque chose de Monseigneur Lefebvre à publier. Alors l'abbé Pagliarani a proposé la sainteté sacerdotale, la traduction de la sainteté sacerdotale, donc le livre qui a été préparé par l'abbé Troadec, se basant uniquement sur des textes de Monseigneur Lefebvre. Ce livre est déjà sorti, se trouve de même dans toutes les librairies actuellement catholiques, et d'ici quelques mois devrait aussi publier la messe de toujours par la maison Marietti, la maison d'édition. Et ça, pour nous, c'est très important parce que, d'une part, dans la crise actuelle, ça montre qu'il y a un public qui cherche ces livres, qui est intéressé, parce qu'un éditeur ne va pas publier un livre qui ne se vend pas, donc il sait déjà qu'il y a un intérêt qui existe aujourd'hui.
Mais certainement, ça prépare un terrain, non seulement, je dirais, pour la tradition, mais je dirais aussi pour le bien de l'Église, parce que la crise devra finir un jour, et la crise, on sait bien, la solution, c'est dans le retour à la tradition, et certainement, ces publications sont une grande aide, et je dirais même c'est une grâce du bon Dieu de pouvoir avoir aujourd'hui ces livres à disposition dans la librairie ou ceux qui vont sortir. J'ajouterai aussi la revue de la fraternité en Italie, la tradition catholique, qui a des abonnés qui dépassent largement nos fidèles. Je dirais, je ne sais pas, peut-être 5 à 6 fois le nombre de nos fidèles. Et c'est des personnes qui s'intéressent vraiment. Et en général, je dirais, la revue de la fraternité en Italie a un niveau intellectuel assez élevé. Et il y a un intérêt très, très clair pour tous ces articles qui défendent la tradition, qui dénoncent les erreurs actuelles, les déviations actuelles ou les livres qui ne sont pas conformes à la doctrine de l'Église. Et il y a un intérêt. Et je pense que c'est un travail on ne peut pas palper, disons, le résultat directement. On a peut-être les prêtres, on n'a pas la satisfaction de voir, on dit, ben voilà, on a fait un grand pèlerinage où les églises sont pleines, mais c'est un travail essentiel pour l'Église, je pense, c'est fondamental. La plupart de nos confrères sont tous d'origine française. Et notre fondateur est quand même français, nous ne l'oublions pas. Et je dirais aussi les pèlerins qui viennent ici sont pour la plupart des pèlerins qui viennent de France. Donc je dirais la maison leur est ouverte, un titre tout à fait spécial. Ils sont les bienvenus à tout moment. Et bon, c'est à travers les séminaires des cônes, bien sûr, que chacun d'entre nous a un lien spécial, en particulier avec tous les confrères de langue française, c'est évident. Oui. Mais je dirais déjà leur présence à Rome, c'est un témoignage. Je pense que c'est très important. Et pour donner un élément concret, les pèlerinages de la fraternité, ce pèlerinage international en l'année 2000, pour la naissante, c'est évident que c'était les seuls, je pense qu'on peut le dire, les seuls pèlerinages sérieux qui est descendu à Rome. L'attitude des fidèles qui sont descendus à Rome a été remarquée par les médias, a été remarquée même par les autorités du Vatican. Effectivement, il y a une attitude qui est un peu différente. Et c'était pas la kermesse, c'était vraiment l'attitude de prière. Je pense que le premier témoignage, c'est celui de se rendre à Rome dans cet esprit vraiment catholique, vraiment traditionnel, l'esprit du pèlerin. Je pense que c'est ça, c'est un témoignage qui veut plus que toute autre chose.